On va tout de suite se créer une classe user également. Je vais me créer un nouveau package là-dedans, dans Hello, que je vais appeler modèle. Voilà. Alors là, quand il est configuré par défaut comme ça, Eclipse me propose mes packages avec org.pomar.hello et puis en dessous org.pomar.hello.modèle. Comme on le sait, les packages, en fait, c'est des répertoires. Si je vais voir le système de fichiers, je vais voir que tout ça, c'est enregistré dans des répertoires, des sous-répertoires. Si je clique sur ce menu ici, avec les 3 petits points verticalement, et que je vais dans Package Presentation, je peux choisir d'afficher ces packages de façon hiérarchique plutôt que dans ce mode-là. Et moi, j'avoue que c'est ce que je préfère, parce que ça ressemble en fait à un explorateur de fichiers. Et dans ce package modèle, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler User. Finish. Eclipse me montre ma classe User. Je vais créer 2 champs. Name. Donc rappel, les champs dans les classes sont systématiquement privés. Et je vais lui donner un âge à mon utilisateur, private int age. À partir de là, si je veux faire de cette classe un bin, j'ai pas mal de possibilités. La possibilité la plus simple, c'est d'utiliser les générateurs de code d'Eclipse. Pour ouvrir le menu qui contient la génération de code qui m'intéresse, je vais utiliser un raccourci clavier qui est Alt-Shift-S. Et là, j'ai Generate Getter and Setter, hashcode, toString, et la génération des constructeurs qui devient disponible. Si jamais j'aime pas les raccourcis clavier, je peux faire un clic droit ici, source, et vous voyez d'ailleurs que sur l'option du menu source, j'ai le Alt-Shift-S qui est là, le raccourci clavier. Ok. Et là, la première chose que je peux faire, par exemple, c'est Generate Getter and Setter. On va zoomer un peu là-dessus. Je vais cliquer sur Age et sur Name, faire un Generate. Voilà. Je vais me donner un petit peu de place pour que ce soit mieux présenté. Peut-être le nom, j'ai pas envie de le modifier en fait. Donc je pourrais éventuellement supprimer le setter de name en me disant que une fois que mon utilisateur il a un nom, je vais plus pouvoir le modifier. Donc ça c'est quelque chose que je peux faire éventuellement. Là en l'occurrence je vais pas le faire. Et je vais également utiliser le générateur de code, donc Alt-Shift-S pour générer la méthode toString. Donc là pareil, il m'a affiché ce panneau-là. J'ai sélectionné les deux noms, nom et âge, generate, et donc là il me crée une méthode toString qui est une surcharge de la méthode toString de la classe object. Pour savoir si c'est vraiment une surcharge, Eclipse nous aide un peu. Ici, dans ce petit endroit-là, que je vais mettre comme ça, il nous met un petit triangle vert qui est pointé par la souris qui prend la forme d'un petit doigt comme ça. Et ce triangle vert veut dire que cette méthode est en train de surcharger une autre méthode. Okay. Si jamais vous décidez d'écrire cette méthode toString à la main, et que vous vous trompez, que vous mettez le S en minuscule par exemple, là cette méthode elle est mal orthographiée, donc elle n'est plus exactement identique, elle n'a plus exactement la même signature de la méthode object, de la méthode toString que la méthode toString de la classe object, et donc cette méthode ne constitue plus une surcharge de la méthode toString de la classe object. Et dans ce cas-là, vous voyez que le petit triangle vert que j'avais n'est plus présent. Si je remets toString comme ça, voilà, ici j'ai de nouveau le triangle vert qui est ici, qu'on voit juste là, et qui m'indique effectivement que cette méthode surcharge bien la méthode de la classe object. Vous avez remarqué que quand Eclipse génère cette méthode, il nous met ce truc-là qui s'appelle override automatiquement sur la méthode toString. Ce truc qui s'appelle override, on appelle ça une annotation. Ça commence par une arrobas, et vous voyez qu'au niveau de la coloration syntaxique, c'est écrit en gris clair. Et en fait, ce override va lui aussi vérifier que la méthode toString surcharge bien une méthode de la méthode object en l'occurrence. Si jamais je remets un petit s ici, que je sauve, je vais dézoomer, que je sauve, vous voyez que là maintenant j'ai une erreur de compilation sur cette méthode, et le message d'erreur de cette erreur de compilation, c'est précisément que la méthode toString de la classe user doit surcharger, donc overrider,
une méthode d'une des superclasses, en l'occurrence de la méthode object. Si je retire cette annotation override ici, vous voyez que je vais dézoomer un peu, vous voyez que l'erreur de compilation n'est plus présente. C'est la présence de cette annotation qui génère cette erreur de compilation. Donc on va remettre tout ça comme c'était, et maintenant on a une belle méthode toString. Je vais faire pareil pour les méthodes hashcode et equals. Comme d'habitude, quand on surcharge equal, il faut impérativement surcharger hashcode. Donc le générateur de code le sait et ne propose pas l'un sans l'autre. OK. Et on va lui dire que l'on veut une méthode equals et une méthode hashcode qui s'appuie sur l'âge et le nom de l'utilisateur. Generate. Là, il nous a généré tout un paquet de code qu'on va pouvoir regarder. Vous voyez que cette méthode equals, elle est quand même pas tout à fait simple. Écrire à la main, c'est un petit peu technique. Et puis la méthode hashcode, c'est pareil. C'est un algorithme qui fait appel à des nombres premiers. C'est loin d'être évident de écrire une méthode hashcode directement à la main. Alors, si on veut créer des users, on va le faire avec des constructeurs. Hop, on crée le constructeur qui prend le nom et l'âge. Le super, on peut l'enlever, on n'en a pas besoin. Et si je fais ça, j'ai détruit le constructeur vide par défaut qui se trouvait dans la classe user. Donc ça, je vais le remettre. Non, pas les getters et setters. Le constructeur qui ne prend aucun champ. Generate, je vire le super. Et là, comme ça, j'ai de nouveau mon constructeur vide. Ma classe ici, ma classe user, c'est presque un bin. Il manque juste un élément pour que ce soit un bin, qu'on verra dans la suite. Mais là, son constructeur par défaut, et là, c'est getter et c'est setter, donc c'est quasiment un bin. Dans mon hello world, je peux me créer un premier utilisateur avec une majuscule. U1 égale new user. Alors, si je tape juste ce code-là comme ça, vous voyez que j'ai une erreur de compilation. Et le message d'erreur, c'est Eclipse me dit, cette classe user, en fait, je ne la connais pas. Il faudrait que tu l'importes. Pourquoi est-ce qu'Eclipse veut que je l'importe? Plus exactement, pourquoi est-ce que Java veut que je l'importe? Parce que ma classe user, elle est rangée dans un package différent de ma classe Hello World. Et une classe voit les autres classes et peut les utiliser directement sans avoir à les importer, uniquement si elles se trouvent dans le même package. Il y a un package qui fait exception, c'est le package Javalang. Par exemple, cette classe ici qui s'appelle System, je n'ai pas besoin de l'importer. Pourquoi? Parce qu'elle est rangée dans le package Javalang. Donc pour faire ça, je peux demander à Eclipse de m'aider. Comme d'habitude, je survole ici et je peux directement cliquer sur Import User, là, il va le faire. Ou je peux aussi cliquer sur le truc rouge qui se trouve là. Si je clique, je peux demander à Eclipse de m'importer User directement. Si je double-clique là-dessus, il me rajoute automatiquement la clause d'import org pomar hello model.user. Super, donc on va rajouter des paramètres à mon user. Si je fais un contrôle espace ici, Eclipse va me dire, moi je connais deux constructeurs, un constructeur qui ne prend pas de paramètres, et puis un constructeur, je vais zoomer un peu, donc un constructeur qui ne prend pas de paramètres, et un constructeur qui prend un nom, qui est une chaîne de caractères, et un âge, qui est un entier. Je vais prendre celui-là, et je vais dire que ça, c'est Kylian 20. Et puis, je vais me créer un deuxième utilisateur. User U2 égale new user. Michel 62. Et puis, tiens, je vais me créer un deuxième utilisateur. Un troisième utilisateur. U3, qui va s'appeler également Kylian et qui va également avoir 20 ans. SYO, contrôle espace, U1 égale plus U1. Et puis là, je vais juste copier-coller mes deux autres éléments. U2, U3, U2, U3. Je vais exécuter ce code-là. Et vous voyez que là, j'ai bien la méthode toString qui s'est mise en place. J'ai bien les noms de mes utilisateurs et les âges qui s'affichent normalement. Qu'est-ce qui se passe? SYSO, contrôle espace. Si j'affiche U1 égale U2.
Et là, je vais mettre entre parenthèses U1 égale U2. Et puis, je vais faire pareil pour U1 et U3. Là, j'utilise le égal, et donc ce que je compare, ce sont les pointeurs, donc ce sont des adresses. Or, comme j'ai fait U1 égale new user avec des valeurs et U3 égale new user avec des valeurs, même si U1 et U3 manifestement représentent la même personne, Kylian qui a 20 ans, les pointeurs sont différents, donc je m'attends à avoir des égal qui sont différents. Et si j'exécute ce code, effectivement, U1 n'est pas égal à U3. En revanche, si j'applique ce même code avec la méthode equals, qui me permet de comparer mes objets de façon applicative, donc là je vais faire equals de U2 et equals de U3. Voilà. Si j'exécute ce code-là, là j'ai bien U1 et U2 qui sont différents parce qu'ils ne représentent pas le même utilisateur. Ok, c'est pas le même nom, c'est pas le même âge. Et ça me répond que U1 est égal à U3 parce que ça représente le même utilisateur. Et vous vous souvenez qu'on a une contrainte qui est que deux objets qui sont égaux au sens de equals doivent avoir le même hashcode. Donc ce que je voudrais vérifier maintenant, d'ailleurs j'ai copié ça mais je ne vais pas l'utiliser, SYSO contre l'espace, U1 hashcode égale plus U1.hashcode. Je vais faire la même chose pour U2 et pour U3. Et si mon système est bien fait, je dois avoir un hashcode pour U1, un hashcode pour U2, et pour U3, une valeur de hashcode qui doit être la même que celle de U1. Pourquoi? Parce que U1 et U3 sont égaux au sens de la méthode equals. Alors on va vérifier ça. Exécutons ce code-là. Et effectivement, alors la première chose dont on se rend compte, c'est que le hashcode, c'est vraiment des codes de hachage qui ne sont pas intelligibles. C'est des trucs assez horribles, et ça c'est normal que ce soit comme ça. Le hashcode de U1 et de U2 sont bien différents. En revanche, le hashcode de U1 et de U3 sont les mêmes, étant donné que U1 et U3 sont égaux au sens de equals. Donc voilà pour cette partie. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer un environnement de développement Java, installer un OpenJDK, installer un Eclipse et créer un premier projet?